Bonjour et bienvenue à l'émission Tour de table. Comme à chaque semaine, j'ai une thématique différente, vous avez pu vous en rendre compte au fur et à mesure des émissions. Aujourd'hui, la thématique de mon émission est quelque chose qui m'intéresse énormément, par rapport à mon parcours aussi. En ayant grandi à Versailles, au château de Versailles, évidemment que je suis imprégné de l'histoire, parce que la thématique de l'émission va être l'histoire aujourd'hui. Donc, l'importance de l'histoire dans notre société et de connaître notre histoire aussi. C'est quelque chose qui est, je pense, très important pour savoir où on va se diriger et puis où on se trouve actuellement. Donc, pour ça, j'ai des invités de qualité autour de moi. Je les remercie énormément de leur présence. Donc, je vais commencer par vous présenter mon invité à ma droite. Donc, je vous propose de vous présenter. Or, Nelson Fecteau, enseignant à la retraite, également journaliste, je dirais à la semi-retraite, puisque maintenant je travaille à la Pige. Et pour faire un lien avec le thème d'aujourd'hui, l'histoire, dans mon parcours d'enseignant, j'ai enseigné l'histoire. D'accord. Et à titre personnel, je me suis toujours intéressé à l'histoire, particulièrement l'histoire régionale. D'accord. Ce qui est très important aussi, c'est important de connaître d'où on vient, notre région, puis après, l'histoire du monde. Parce qu'en fait, une chose qui est très importante, nous sommes tous des citoyens de la Terre, on est sur une petite planète qui est minuscule. Puis l'histoire nous concerne tous, peu importe où on se situe sur la map. Donc ça, c'est très important. Super. À ma gauche, j'ai un invité de qualité aussi. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Merci pour le compliment. Mon nom est Paul Vachon. Je suis enseignant. J'étais enseignant d'histoire pendant plusieurs années. Ensuite, je suis devenu directeur adjoint aux études du Cégep d'Interford, maire de la municipalité de Kinners Mills, préfet de la MRC des Appalaches. Et j'ai été le fondateur de la Société d'histoire et de généalogie. Et j'ai été sur de nombreux conseils d'administration en tant que président, les caisses populaires, etc. Alors, impliqué dans mon milieu. Gros parcours, c'est ça. Donc, pour l'histoire, ça va être très intéressant. À votre gauche. Oui, donc bonjour, moi c'est Karine Pépin, je suis historienne au Centre d'archives de la région de Thetford et je termine actuellement mon doctorat en histoire à l'Université de Sherbrooke et à Sorbonne Université. J'ai une petite expérience en enseignement de l'histoire au collégial et à l'université. Puis j'ai déjà été guide animatrice dans la région aussi, là, dans des sites historiques. Donc moi aussi, l'histoire régionale, ça me passionne beaucoup. Super, comme vous pouvez le voir, mes invités, ça va être très intéressant aujourd'hui. Puis, on va commencer notre tour de table. Qu'est-ce que pour vous l'importance de l'histoire dans notre société? Je sais que c'est une question assez large, mais qui veut se lancer? On dit souvent, il y a un cliché qui dit c'est important de savoir d'où on vient pour voir où on va. Même si on le sait de moins en moins où on s'en va. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a souvent des situations actuelles qu'on peut expliquer quand on connaît l'histoire des années antérieures. Alors c'est dans ce sens-là, je pense, que c'est drôlement important d'être au courant de ce qui s'est passé dans les décennies antérieures. Puis, il y a des gens, quelquefois, qui passent des remarques sur des événements actuels. Et là, moi, en tout cas, je restreins ça à la région. Là. Et les remarques ne sont vraiment pas à propos parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire antérieure et ils ne connaissent pas ce qui s'est passé avant. Et c'est dans ce sens-là que c'est important de s'y intéresser. OK, donc là, au niveau régional, l'intérêt de bien connaître, mais au niveau plus de la province, du pays. Monsieur Vachon? Pour moi, l'histoire, dans le passé, ce serait un chaman, un sorcier. Dans le sens, c'est celui qui a le savoir des anciens. Donc, une culture. Aujourd'hui, ce que je trouve important, l'historien, il doit être un guide. Il y a 4 images, moi, qui me viennent à l'esprit lorsqu'on parle d'histoire. La première image, c'est un livre, dans le sens, la culture.
les connaissances. Il faut, un peu ce que Nelson expliquait tout à l'heure, il faut avoir de bonnes connaissances, être un érudit pour être capable d'expliquer des choses. Sinon, c'est de l'opinion. Et on en voit circuler beaucoup d'opinions maintenant. Le deuxième élément, c'est une chaîne où les mailles sont intrinsèquement reliées les unes aux autres. Un événement est toujours le produit d'une cause de ce qui s'est passé auparavant et il y aura des conséquences également. Donc, il faut avoir une certaine prudence vis-à-vis de ça et être capable de l'expliquer. Le troisième élément, c'est un cône orange. Dieu sait si on en a. Oui, c'est vrai. Okay. Mais l'explication d'un cône, qu'est-ce que c'est? C'est attention. Attention. Ralentissez. C'est un signal, c'est un avertissement. Et ce qui se passe actuellement en Europe, avec l'Ukraine ou au Moyen-Orient, avec la bande de Gaza, bien, c'est très sérieux. Il y a des avertissements. Puis il faut être capable de les comparer aux événements du passé. Et si on les répète, on risque fort d'avoir les mêmes résultats. Et ça pourrait être catastrophique. Puis le troisième élément, l'histoire, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ça ou non, c'est une arme. C'est une arme extrêmement importante parce qu'elle peut servir à la propagande. On le voit notamment avec la Russie. Et dans certains cas, on a toujours refusé l'enseignement de l'histoire obligatoire, notamment ici au Québec, parce que l'enseignement de l'histoire obligatoire, on avait peur que ça tombe entre les mains des séparatistes qui auraient enseigné un type d'histoire qu'on n'aurait pas aimé entendre. Je me souviens, lorsque j'étais professeur, puis qu'on avait dans les cours que le ministère nous proposait, on en choisissait. Et à Montréal, au lieu de choisir des cours d'histoire du Québec, il y avait l'histoire des Juifs au Canada. Okay. C'était correct, mais ça permettait de ne pas enseigner l'histoire du Québec. On enseignait l'histoire. Hein? Alors, l'histoire peut être un outil. Et il peut être comme un miroir très déformant. Alors, il faut faire attention. Puis, je pense qu'un bon historien, c'est quelqu'un qui va aller voir au niveau des faits, qui va aller voir les sources, qui va être très rigoureux pour être capable d'expliquer les choses et sans utiliser la propagande, sans les déformer. Exactement. Puis ça, c'est très important ce que vous dites, parce que quand on regarde l'étymologie du mot histoire, ça vient du grec ancien, c'est historia, puis c'est vraiment ça, c'est la connaissance, puis c'est une enquête, une forme d'enquête. Puis par rapport à ça, quand on parle d'Hérodote, qui est le père de l'histoire, ben lui, c'était sous forme d'enquête aussi. À l'époque, c'était oral, mais reste que oui, c'est des faits qui doivent être analysés, qui doivent être... Après, il y a eu Turicide qui, lui, était plus méthodique quand il a fait la guerre du Péloponnèse. Donc on voit une certaine méthodologie, puis qui est importante pour que l'histoire soit bien enseignée, puis que les informations circulent. Vous en pensez quoi, Karine, par rapport à ça? Oui, mais justement, mes études universitaires m'ont appris que l'histoire nous permet d'avoir des compétences autres que la connaissance historique, mais donc, justement, l'enquête, la rigueur, l'esprit critique, l'esprit d'analyse. Et donc, ça permet aux gens, en fait aux historiens, mais aussi aux gens, de pouvoir s'expliquer la société d'aujourd'hui avec les compétences qu'on acquiert, quand on sait analyser, quand on a un esprit critique, mais on peut essayer de pousser plus loin. On a envie de pousser plus loin la nouvelle du jour, par exemple, pour essayer de la comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement aller vers l'histoire, mais ça nous donne des outils pour mieux comprendre la société dans laquelle on vit aussi. Puis j'irais même plus loin. Je dirais même que peut-être que l'histoire peut aussi nous aider à faire des liens entre les générations, peut nous aider aussi à développer un sens de l'empathie, si on veut, même s'il faut avoir quand même une certaine distance avec l'histoire. Faut pas, l'historien doit toujours avoir un certain recul pour pas analyser le passé avec son propre regard. Mais quand on sait ce que les générations passées ont vécu ou l'impact qu'ils ont eu sur la formation de la société, mais on peut utiliser ça pour créer des liens avec les générations aussi, je pense. Okay. Et être sensible à ce que les autres ont vécu. Je pense que ça peut nous faire de meilleurs citoyens quand on connaît notre histoire. Vous touchez, je trouve, un point important là, d'essayer, parce que je vais dire plutôt essayer de ne pas porter de jugement contemporain sur des événements passés. Et, bon, c'est un sujet délicat, mais l'idéologie woke, c'est un peu ça qu'ils font. Ils condamnent des événements passés parce qu'ils sont inacceptables pour nous. Mais à cette époque-là, non seulement ils étaient acceptables, mais c'était
l'idéologie de bien penser de cette époque-là, on peut dire que c'était pas correct, qu'on le fait pas, mais il ne faut pas condamner des livres qui ont été écrits à une époque avec des titres qu'on ne qualifierait plus aujourd'hui, mais c'était une façon d'être à cette époque-là. Et si on veut comprendre l'époque, il ne faut pas la condamner. Il faut la comprendre. Il faut l'apprendre. Oui, il faut l'apprendre et la comprendre. Et la comprendre, exactement. Puis c'est un peu... je vais rebondir à ce que vous dites là, puis ce que vous avez dit tout à l'heure, Karine, en lien avec l'information. Puis Nelson, vous en faites aussi de l'information, mais c'est parce que l'information, c'est l'histoire qu'on explique dans le moment présent, en fait. Parce que quand on parle d'un événement, puis si c'est teinté de jugement, ben on passe à côté de la vraie information, puis on le voit. La mésinformation, on en parlait tout à l'heure, M. Vachon, de la mésinformation, puis la manière d'utiliser soit l'histoire, soit des faits en les erronant, puis en imposant ça. Donc c'est toujours, si on n'a pas notre faculté de raisonnement, puis on parle d'érudit, mais aussi de connaissance, d'aller chercher les informations avant, puis dire, oh là c'est je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pas question d'opinion, mais dans les faits sont des faits. C'est objectif. Donc quand on rentre dans l'interprétation, puis dans le subjectif, on sort du cadre un petit peu, puis on modifie l'histoire. Par contre, il faut faire attention, moi je trouve en tout cas, avec le terme ou le mot être objectif, parce que être totalement objectif, c'est comme pas possible, en tout cas, à mon avis. Là. On peut être honnête, on peut respecter les faits, mais être totalement objectif, c'est très difficile parce que quand on commande des choses qu'on a vécues, compte tenu qu'on était partie prenante à l'occasion, on a toujours de subjectivité. Notre point de vue. Moi, je me souviens l'époque où je suis arrivé par accident au poste d'enseignant d'histoire, parce que moi, j'étais légalement qualifié pour enseigner le français et la géographie. Puis quand je suis arrivé, on m'a dit, tout ce qu'on a à t'offrir, mon cher, c'est l'histoire. Et c'était l'histoire du Canada, l'histoire générale qu'on appelait à l'époque. Puis, je suis arrivé en 1967, à l'époque où on parlait de souveraineté puis d'indépendance, et puis on n'était pas loin d'octobre 70. Et sous cap ou, disons, en faisant attention aux propos, on nous disait faites attention à ce que vous allez dire, faites attention à ce que vous allez enseigner, parce que c'était sensible et c'était des sujets. Aujourd'hui, quand on reparle des mêmes événements, on en reparle avec le recul du passé. Exactement comme dit M. Vachon tout à l'heure, en lien avec le moment où... Puis là, on voit ce qu'on pensait à cette époque-là, on voit si on avait raison de penser comme ça, ou si, avec le recul du temps, il y avait des petites choses qui n'étaient pas correctes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que je vais vous raconter... On a le temps pour une petite anecdote? Ah oui, tout à fait. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'ai commencé à enseigner, j'étais un peu découragé dans le sens que comment intéresser nos jeunes, nos étudiants à l'histoire? J'avais eu le mauvais goût de leur demander quels sont ceux qui aiment l'histoire. 2 mains se sont levées sur une trentaine. C'était tout un défi de leur faire aimer ça. Alors, j'avais imaginé des cours en généalogie pour être capable d'expliquer l'histoire du Québec. Et il y a une étudiante qui découvre que son ancêtre s'est suicidé. À l'époque, on appelait ça un homicide contre soi-même. Ouais. Il s'était assassiné. Alors, la cour s'était présentée devant la grange où l'événement avait eu lieu, et ils ont constaté qu'il s'était assassiné lui-même. Donc, ils l'ont condamné à être pendu par les pieds, ce qu'ils ont fait dans la grange, parce qu'il fallait punir l'assassin. Il était là. Alors, on l'a rependu, mais par les pieds à l'envers. Ensuite de ça, il a été là quelques jours. Ensuite de ça, il a été enseveli dans une terre non bénite, donc à l'extérieur du cimetière, ce qui est encore peut-être plus grave que le suicide lui-même, là, parce que c'était la condamnation éternelle.
Et la famille, on est dans les années 1600, là, quelque chose, sous le régime français. Et la famille va essayer, le seul moyen pour être capable de s'en sortir était que des témoins viennent déclarer que l'individu était atteint de santé mentale, qu'on disait à l'époque, qui est un fou. Alors, il y a des témoins qui vont venir, puis tout ça, mais en même temps, pourquoi que son épouse et les enfants font ça, c'est que les biens sont saisis, sont donnés à l'intendant ou au gouverneur, je ne me souviens plus. Puis à l'église, on se séparait, là, toi et bien, parce qu'il y avait comme un crime. Alors, la famille était dans la misère. Fait qu'ils ont réussi à faire casser le jugement. Puis... Jusqu'à l'époque. Oui, ça a été toute une démarche, ça a pris plus qu'1 an. Puis ils ont réussi à faire casser le jugement, puis tout est revenu jusqu'à un certain point dans l'ordre. Lorsque l'étudiante a découvert tout ça, c'est un choc. Même si on est 300 ans plus tard, c'est un choc. En même temps, elle est contente parce qu'elle a trouvé quelque chose de juteux là, dans sa famille. Dans tout sa ça. famille. Les parents, qui étaient des professionnels bien connus, l'ont moins apprécié. Ils n'avaient pas envie que ça se sache, mais Alors, l'histoire, même si tu es à 3 siècles de distance, elle a toujours des effets compte tenu des mœurs de la société. Mais en même temps, l'étudiante aussi se rend compte que, dans le fond, des pratiques comme celle-là existent toujours. Dans des pays comme l'Afghanistan, où on va faire des condamnations à mort, des pendaisons, même des décapitations. Ou lapidation. Oui, de lapidation, etc. Donc, tu peux comparer des sociétés et tu te dis, mais bon sang, on sort du Moyen-Âge dans une, mais dans l'autre, on est dans les années 1990-2000, là, on n'est plus en 1600. Oui. Ça fait que pour l'étudiant, c'est aussi toute une réflexion qui se fait sur le chemin parcouru, les valeurs que notre société, l'évolution de notre société grâce à ces valeurs de démocratie, de liberté, etc. Le siècle de lumière, ce qu'a amené le siècle de lumière. Et voilà, et là, tu te trouves maintenant sur tout un monde, et ça nous permet justement d'ancrer quelles sont nos valeurs, qui sommes-nous. Exact. Et comme Nelson disait tout à l'heure, nous sommes des Occidentaux. Et on veut être impartial, c'est sûr, on veut être juste, mais on est des Occidentaux. On ne raisonnera jamais comme d'autres peuples parce qu'on n'est pas dans cette situation-là. On vit dans un monde qui est le nôtre, qui nous façonne. L'intelligence de l'historien, c'est d'être capable aussi de faire la part des choses. Mais c'est fantastique. Et en même temps, il y a toute une notion de plaisir aussi, de recherche. C'est une enquête, ça. C'est une enquête, Nelson l'a fait sur son ancêtre, les Adam Oppenheimer. Et c'est toute une enquête qu'on fait en découvrant tout un monde. La même chose quand j'ai fait, moi, mon arbre généalogique, de remonter jusqu'au procureur du roi dans ma famille, puis que je vous expliquais tout à l'heure, la pendule qui vient de Versailles, qui est restée dans ma famille, puis qui a passé tous ces siècles-là au travers, puis que au travers de ça, il y a eu des guerres, la guerre de 70, la guerre de 14-18, 39-45, les pillages qu'il y a eu en lien avec ces guerres-là aussi, puis que ça a réussi à arriver jusqu'à, dans ma famille, encore, qu'on ait encore cette pendule-là avec toutes les parures. Mais oui, c'est ça qui est fascinant avec l'histoire, puis l'importance de vers où on s'en va, de bien connaître notre histoire aussi pour savoir où est-ce qu'on se dirige. Par rapport à ça, en tant qu'historienne, comment vous voyez ça, vous, l'évolution de... Vers où l'histoire nous emmène? Oh, c'est une grosse question. Je pense que il faut vraiment faire attention. C'est important de faire des comparaisons avec le passé parce que ça permet de comprendre notre société d'aujourd'hui, mais parfois, il faut faire attention quand on compare, par exemple, quand on comparait la COVID-19, par exemple, à l'épidémie de grippe espagnole, bien, il faut faire attention aux amalgames qui sont parfois très faciles. Et il faut se replonger dans le contexte de l'époque qui était complètement différent d'aujourd'hui. Donc, et vous parliez d'objectivité tantôt, M. Fecteau. C'est vrai que c'est extrêmement difficile d'avoir une objectivité parfaite. C'est en fait impossible d'avoir une objectivité parfaite parce qu'on pose des questions sur le passé avec nos yeux d'aujourd'hui, avec nos préoccupations d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que faire des comparaisons avec le passé, il faut être très, très prudent. Parce qu'il faut s'assurer de comprendre vraiment bien l'époque pour ne pas faire des amalgames faciles. Mais pour le futur, pour répondre à votre question, et bon, bien sûr, on ne peut pas le prédire, mais comme M. Vachon vous disait tout à l'heure, l'histoire, ça sert un peu de mise en garde, si on veut. Donc moi, par exemple, quand je vois des événements d'actualité, je me dis, oh,
Il me semble que... oui, donc on entame une pente peut-être dangereuse là, si on va dans cette voie-là. Donc, ça nous permet quand même d'avoir un regard critique sur les situations qui peuvent arriver, sans pour autant, prédire l'avenir, mais on peut se dire, bon, là, ça peut être dangereux si c'est ça, si tel événement se produit. Mais bien sûr, des fois, on peut s'inquiéter quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, là, mais voilà. Donc, ça nous permet d'avoir un regard vraiment plus critique. Exact. Puis, ça fait ressortir quelque chose de très important. Je vais vous laisser répondre, peut-être, M. Vachon. Bien, pour compléter ce que Karine dit, on n'a pas de boule de cristal. Puis, on ne prédira pas l'avenir. Mais quand même, lorsqu'on voit en Russie, ils ont décidé d'embrigader les jeunes, je vais le dire comme ça, d'embrigader les jeunes dans une formation militaire qui n'est pas obligatoire, mais à peu près tout le monde y va, là. Des jeunes de 6 à 17 ans, qui s'appelle Unimania, mais ça ressemble étrangement à la Hitler Union. Ça ne veut pas dire que ça va donner les mêmes résultats, mais les structures sont là. Elles sont semblables, et pour à peu près les mêmes raisons, avec un nationalisme exacerbé. C'est toujours un formatage. Oui, puis la faute des autres. Dans le cas de la Russie, c'est la faute de l'Occident, puis dans le cas de l'Allemagne nazie, c'était la faute des Juifs. Alors, ça reste, vous avez raison, inquiétant. On ne peut pas savoir où est-ce qu'on va, mais on peut s'inquiéter pour l'avenir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et la question qui nous vient maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que être témoin du passé et voir ce qui se passe, si on n'est pas capable aussi de dire, bien, voici les éventails qu'on a devant nous pour contrer une telle chose qui s'en vient, bon, on ne sert pas à grand-chose. On sert à avoir donné des avertissements. C'est ça, puis l'avertissement, des fois, on sait ce que ça vaut. Mais derrière tout ça, c'est... parce que pour revenir à mathématiques, c'est-à-dire l'importance de l'histoire, de bien la comprendre, puis qu'elle soit aussi enseignée. Vous avez été enseignant en histoire, vous aussi, Karine, puis l'importance de l'enseigner, puis justement, de peut-être à la génération, aux futures générations, de leur expliquer l'importance de l'histoire de la bonne manière, parce que des fois, c'est sûr que faut être passionné je pense, pour enseigner l'histoire, faut être un passionné. Quelque part, parce que pour permettre à cette génération-là de trouver ses propres outils, sa propre réflexion, puis de l'importance de cette information-là, pas l'occulter. Tout à l'heure, on discutait... C'est ce que j'allais vous dire. Si on n'est pas passionné, peu importe ce que l'on fait, changeons de métier, changeons de profession. Exactement. Sinon, on va le faire mal. Oui, c'est vrai pour toutes les occupations. Oui. Puis, en tout cas, je vais donner mon exemple en particulier. Moi, à titre d'étudiant, j'avais toujours adoré l'histoire, puis j'aimais ça, au-delà de ce qu'on nous enseignait. Puis quand on m'a offert un poste d'enseignant d'histoire, parce qu'au moment où je suis arrivé, il n'y avait rien en français, ça ne m'a pas déçu plus que ça. Ce qui m'a déçu, c'est un peu une anecdote dans le genre de celle que Paul a mentionnée tantôt. C'est que les étudiants, à la fin des années 60, début des années 70, l'histoire, ça suscitait pas beaucoup d'intérêt. Et puis, en tout cas, à mon grand désarroi, moi, je me souviens d'être arrivé dans un groupe d'étudiants, une trentaine d'étudiants, tous des gars, parce qu'à l'époque, c'était les gars d'un côté, les filles de l'autre. Et les volumes d'histoire étaient tous sur la tribune. Ils avaient été empilés sur la tribune. Et il y a un élève qui m'a dit, on a décidé qu'on ne fait plus d'histoire. On a fini pour cette année. On était au mois de mai. Alors, j'ai réagi un petit peu mal, là, mais c'était pour montrer jusqu'à quel point on avait beau être passionné puis essayer de rendre ça intéressant. On n'allait pas chercher. Mais dans toute chose, s'il n'y a pas la notion de plaisir, on échappe à beaucoup de choses. Puis, au début de mon enseignement, j'étais terrorisé là, dans qu'est-ce qu'on fait puis comment. Puis j'avais fait un questionnaire, 100 questions,
avec des réponses objectives, là, des choix de réponse plutôt. Mais c'était très humoristique, très, très drôle. Les étudiants, souvent, ne le savaient pas, là, puis ils faisaient ça en s'appliquant, puis... mais c'était, tu sais, comme... le nom des tortues ninja, là. Ah oui, Raffaello, c'est ça. Oui, qui étaient en même temps des peintres de la Renaissance. Là, tout ça. exactement. Mais je leur mettais un questionnaire comme ça, puis là, ils répondaient tous des tortues ninja. Là, puis il y avait, ou le plan Marshall, un célèbre shérif des États-Unis, Marshall, qui a arrêté la bande des Dalton. Puis, tu sais, il répondait toutes sortes de choses. Puis après, dans le premier cours, quand on corrigeait ça ensemble, c'était une partie de plaisir. On riait, là. Il faut apporter cette notion-là. Puis tantôt, ce que tu disais, ton enseignement, je sais que tu as enseigné à l'éducation des adultes, à la Maison de la Culture. Oui, à l'Institut du troisième Ouais. âge, un petit peu. Et il y en a qui me disaient, avec Karine, il fallait déconstruire ce qu'ils avaient appris. Et ça, c'est intéressant. Parce que la façon dont on apprend l'histoire quand on était jeune, puis la façon dont on devrait peut-être l'apprendre aujourd'hui, il faut déconstruire ce qu'on a appris. Et ça, c'est intéressant. Très intéressant parce que, en même temps, quand je regarde moi aussi mon éducation en France, l'histoire était très importante. Moi, j'y vivais dedans en plus. Mais je trouve que ce que vous nommez là, par le plaisir, ça va faire toute la différence. Moi, mon enseignant d'histoire, on avait du plaisir parce qu'il nous mettait plein d'anecdotes. Ouais. Les culottes du roi d'Agobert. Ouais. C'est des choses, c'est des faits qui sont historiques. Est-ce qu'ils sont véridiques? Non, c'est pas grave, mais ça nous amenait après à aller plus loin parce que ça donnait de l'intérêt. Puis de faire mes propres recherches, d'aller lire, d'aller à la bibliothèque, chercher des livres pour lire des choses, pour aller chercher plus loin parce qu'il avait suscité un intérêt dans le plaisir aussi. Puis j'imagine qu'à une certaine époque... Et douter. Ce que Karine disait tantôt, douter. J'avais monté un exercice avec des documents de la Première Guerre mondiale et des questions. Puis je distribuais aux étudiants ces documents-là avec les questions. Quelle était la valeur combative des militaires canadiens lors de la Première Guerre mondiale? Et le document qu'ils avaient... il y avait un texte, il y avait 2 photos, puis il y avait un plan. Et aucun de ces documents-là ne pouvait permettre de répondre à la question. Okay. L'exercice, que les étudiants ne savaient pas, l'exercice, c'était pas de répondre à la question. C'était de dire, ça n'a aucun sens ce que vous nous demandez. On ne peut pas répondre. Ils ont tous trouvé des réponses. Ils en ont inventé quand ça n'existait pas. Ils l'ont fait. Mais l'exercice, c'était de dire, attention, vous n'aviez pas ce qu'il faut, il fallait faire des recherches. On avait fait un autre exercice semblable, un plan d'occupation du cégep dans les années 70, où l'armée était venue occuper le cégep avec une lettre du président du syndicat. La lettre était fausse, le plan était faux, tout était faux. Et les profs avaient été avertis que si les étudiants allaient leur poser des questions, ils leur disaient la vérité. Aucun est allé. Ils ont répondu aux questions. Tout était faux. Quelle était la valeur de ça? Douter de tout, y compris de son prof. Douter de la valeur des questions. On n'était pas très populaire à la fin de la journée, cependant, là, parce que les étudiants, ça les révoltait de voir qu'ils ne pouvaient même plus faire confiance à leur prof. Mais en même temps, c'est un bel enseignement. C'est ça. Mais c'est ça, analyser les documents aussi, ça leur permettait de dire, bon, mais on ne peut pas croire tout ce qu'on lit. Ouais. Il faut analyser exactement. Ce qu'on lit pour voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui cloche pas, puis se faire sa propre idée soi-même. Je pense que et c'est humiliant. Oui. Dans un sens, c'est humiliant parce que tu te fais avoir. Parce que tu es de bonne foi et tu penses que celui qui est en avant, automatiquement, il est de bonne foi parce qu'il représente l'autorité et tout ça. C'est pas de même que ça marche la société. On la voit d'ailleurs aujourd'hui. Oui, mais je trouve ça très intéressant comme méthode parce que quand on regarde l'enseignement il y a un certain nombre d'années, qui était quand même un enseignement assez rigide, quand même, puis avec la lourdeur de la religion, hein, de l'Église, hein, qui était quand même c'était lourd quand même. Donc avec des préceptes qu'il fallait pas déroger, un petit peu comme ce que vous nous avez dit tout à l'heure, M. Fecteau, que on vous avait dit qu'il fallait que vous enseigniez ça, puis rester dans le moule. Oui, puis il fallait être prudent en raison des événements de cette période-là. Exact.
garder une certaine neutralité ou objectivité. C'est assez difficile, merci. Ouais. On parlait de religion. La religion au niveau de l'histoire, et ça, c'est à toutes les époques. Moi, je dirais que la religion est partout, hein, sous les conflits qu'on enseigne beaucoup là, au niveau de l'histoire. Depuis des millénaires, c'est quand même ça. C'est ce qu'on vit actuellement et ce qui se passe entre Israël et dans le coin de la Palestine et tout ça. Il faut reculer des siècles en arrière, mais il y a toujours un aspect religieux qui est sous Oui, c'est ça. Puis on voit que ça a changé quand même. Ça change, mais ça reste toujours présent. Puis c'est vrai, quand on le regarde, les guerres, c'est toujours en lien avec la religion. Même actuellement, même au XXIe siècle. Malheureusement. On nous ressort des croisades Exact, pour tout à fait. justifier certaines actions d'aujourd'hui. Puis, Ouais, c'est un petit peu exagéré, mais effectivement. Mais ça n'a pas d'importance. C'est le prétexte qui est important. Alors, on va utiliser des événements passés, même s'ils ne sont pas de loin, de lien. Un peu ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la région, où il y a des gens qui vont faire des commentaires, des analyses, mais ils n'ont pas la base. Alors, si tu utilises n'importe quoi pour te venger aujourd'hui, 900 ans après, c'est peut-être un peu tard, là, t'aurais dû y penser. Puis, ce qui est intéressant aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'on la vit encore de plus proche, l'histoire, là. Avec les moyens de communication qu'on a. Ouais. On vit la guerre en direct dans notre salon. Là. Est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Puis là, je parle de guerre, mais quels que soient les événements, on les vit chez nous en direct. Et évidemment, on peut quand même y aller avec la désinformation. Là. C'est encore plus facile aujourd'hui aussi. Mais il y a l'intérêt de le voir puis de le vivre, disons, avec nos moyens de communication. Exact. Karine, tu voulais... Oui, est-ce que je peux intervenir? Oui. On parlait de religion tout à l'heure, puis en fait, on disait, oui, la religion, elle avait un grand pouvoir, et c'était même à l'extrême oppressant là, sur la société. Mais pour moi, l'histoire, c'est aussi d'apporter des nuances. Moi, vraiment... Quand je pense à mon métier, je pense beaucoup aux nuances. Ce que j'ai appris beaucoup à l'université, l'histoire nous permet de voir les deux côtés de la médaille. Donc, oui, par exemple, on apprenait à l'université, oui, effectivement, l'Église a eu un côté très oppressant pour la société québécoise, mais elle a aussi permis de développer la société québécoise. Oui, c'est le paradoxe. C'est ça, en offrant tous les services de santé, éducation, charité dont la société avait besoin. Donc, moi, je trouve que le rôle de l'historien, c'est aussi d'établir des nuances. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, c'est du gris. Il y a deux côtés aux médailles. Et on apprend aussi, bon, nous, c'est sûr qu'on a un point de vue d'occidental, comme vous avez dit tout à l'heure, M. Vachon, on pense comme des Occidentaux, comme des Américains, ben pas des Américains des États-Unis, mais des habitants du continent de l'Amérique, parce que notre vision est différente de l'Europe. Mais en même temps, avec l'histoire, on est capable de pouvoir se positionner aussi de l'autre côté de la partie adverse, si on veut, de voir la réalité des autres, si on veut, de ceux qui sont différents de nous. On peut l'explorer, l'étudier, puis ça nous permet de comprendre la vision. Bon, encore une fois, on ne peut pas être objectif parfaitement, mais ça nous permet d'avoir deux visions et d'être prudent. Oui, c'est intéressant, ça, parce que c'est l'aspect de rationalité. Mais dans les événements, la rationalité, c'est rare qu'elle est là. C'est l'émotivité qui prend le dessus. Et dans le cas, je regardais justement ce matin au téléjournal, où des groupes s'affrontent, de jeunes étudiants d'ailleurs qui s'affrontent, pro-israéliens ou pro-palestiniens. Mais si tu y réfléchis 5 minutes, ça ne te donne rien de t'affronter parce que tu n'as pas la solution. Il n'y a aucune piste de solution dans ton affrontement. La seule chose que ça va donner, c'est qu'on va se taper dessus. Et c'est tout comme résultat. Il n'y a pas de résultat attendu à ça. Donc, mieux vaut avoir une certaine rationalité, un recul. Un recul, c'est ça. Mais l'émotivité, va tout emporter. Ça. C'est ça. Puis en plus, on voit tellement l'horreur actuellement, parce que comme vous disiez, elle est montrée pratiquement en direct. Ouais. On voit l'horreur des enfants décapités, ces choses-là qui sont des choses horribles.
Puis c'est sûr que là, on peut pas... C'est dur de rester détaché, puis on va discuter. Là, on est carrément dans l'émotion. Puis qu'est-ce que ça fait l'émotion? Ben, des actions qui sont incontrôlées, irraisonnables, démesurées. Donc, par rapport à ça, puis juste aussi un petit truc, je veux rebondir sur ce que vous avez dit, M. Fecteau, là, qu'on vit l'histoire en direct, ben, maintenant, avec tout ce qu'on voit. Puis ce qui est important, pour rebondir sur ce que vous disiez, Karine, ben, c'est de prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on voit. Parce que les médias vont nous montrer quelque chose, on va nous mettre un spot sur le verre, mais on ne voit pas ce qu'il y a autour du verre. On voit juste que cet événement-là. Puis souvent, c'est ça qui me fâche dans l'information, c'est qu'on reste centré sur ce qu'on voit là. Mais on ne prend pas un recul pour voir l'ensemble et puis de l'expliquer. Donc, justement, quand on a des notions d'histoire et qu'on est capable d'aller chercher ce recul-là pour aller s'informer, bah, on va être capable de désamorcer l'émotion déjà et peut-être d'aller dans une compréhension, puis d'aller, on parlait de tolérance tout à l'heure, M. Vachon, hein, mais vers une tolérance aussi en passant par une communication intelligente. Ce qu'on vit présentement au Moyen-Orient, c'était prévisible, là, c'était très prévisible, c'était une question d'années ou une question de décennies. Hein, parce que quand on a enlevé à un pour donner à l'autre, et il fallait s'attendre à ce qu'éventuellement, il y ait peut-être pas des représailles, là, quand le mot est peut-être pas juste, mais des réactions vives. Et ça a pris des décennies. Mais là, ce qu'on vit présentement, il faut reculer à la fin des années 40. C'est là que ça s'est passé. Comme quand on regarde ce qui s'est passé avec la Russie puis l'Ukraine, c'est la même chose aussi. Exactement. Mais c'est parce qu'en même temps, par extension, on nous rend responsables de ce que les générations qui nous ont précédés ont fait. Ou pas fait. Tu sais, moi, je suis responsable de ma vie, mais je ne suis pas responsable de ce que mes ancêtres ont fait. J'en subis les conséquences aujourd'hui, mais là encore, il faut bien connaître l'époque. Tu sais, ça ne donne à rien de cacher toutes les statues de Christophe Colomb parce que à partir de la découverte, aller jusqu'à l'esclavage, puis tout ça, ça l'a donné ça, mais c'était une société qui vivait comme ça. Tu ne commences pas à tout défaire. Avoir dynamité les Bouddhas, avoir détruit des villes, ça n'a aucun sens. Le révisionnisme n'a pas sa raison d'être. Ben non, non. Absolument. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi avec ça. Vraiment. Vraiment. Puis c'est là qu'on revient à l'importance de l'histoire dans notre société pour bien la comprendre. Puis il faut qu'elle soit enseignée, évidemment, puis qu'elle soit le rôle de chacun d'aller voir plus loin aussi, puis de s'informer. Parce que en lien avec toute la désinformation, c'est ceux qui vont gober tout cru ce qu'on va leur mettre. Puis c'est un peu ça qui se passe. Hein. On est gavé d'images, on est gavé d'informations. Mais d'être dans le confort de son salon en mangeant des chips, puis c'est ça la vérité. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. On n'a jamais eu autant d'informations et on n'a jamais été aussi mal informé. Exactement. Parce que c'est difficile. Ouais. C'est difficile d'être informé. Parce que, justement, il faut que tu ailles voir plusieurs sources. Si c'est Facebook, ta source d'information, ben le résultat... c'est ça. C'est difficile de faire la part des choses. Ça, ouais. Parce qu'on a un outil qui est magnifique, c'est Internet. Ouais. C'est une bibliothèque à l'infini. Puis après, faut aller chercher ses sources. C'est ça qu'il faudrait enseigner, comment faire une recherche intelligente aussi. Puis de jamais être dans l'interprétation. Parce que c'est souvent ça qui amène à la désinformation, puis à des incompréhensions. Pour revenir peut-être à l'actualité, là, on parle d'enseignement et tout ça, mais on a parlé quand même de sujets quand même inquiétants et lourds de l'actualité. Oui. Il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde, pour qui c'est quelque chose qui est très... que l'histoire, d'analyser l'actualité avec l'histoire, ça les intéresse moins. Et l'actualité peut paraître très, très lourde. Mais l'histoire peut aussi servir d'échappatoire à notre monde actuel, si on veut. Je pense, par exemple, aux romans historiques. Il faut aimer le style et ils sont d'une rigueur inégale, les
vraiment historique. Oui. On s'entend. Mais ça nous permet quand même de se projeter dans un passé, de s'échapper de nos problèmes du quotidien ou de nos préoccupations dans le monde et de s'échapper dans un univers complètement différent, avec des mentalités différentes. Et là, les gens, monsieur, madame, tout le monde, peuvent découvrir le passé comme ça. Oui, ils vivaient ça dans ce temps-là. Exactement. C'est ça. Et nous, au Centre d'archives, évidemment, notre rôle, c'est d'acquérir et de protéger cette mémoire-là, la mémoire régionale. Donc, les gens peuvent nous apporter des documents, des photos qu'ils ont chez eux, et nous, on les conserve, mais on diffuse aussi ces documents, ces photos-là pour faire apprendre l'histoire régionale aux gens. Et juste, parfois, par nos activités de diffusion, on voit l'étincelle dans les yeux des gens parce que ça les reconnecte à la vie de leurs parents, de leurs grands-parents. Ça leur permet de faire la paix avec une certaine histoire et ça les allume. Bon, je dis pas que ça allume tout le monde, mais... Et on a aussi un volet de généalogie. Hein. Bon, M. Vachon a parlé qu'il a fondé la Cité de généalogie, qui est maintenant fusionnée avec le Centre d'archives. Mais quand moi, j'aide des gens à retracer leur histoire familiale, que je vois les éclairs dans leurs yeux parce qu'ils ont élucidé quelque chose qu'ils voulaient comprendre, mais moi, c'est mon salaire. Là. Et je vois vraiment qu'ils ont pu faire un sens à leur histoire familiale ça, c'est tellement en retraçant. Ouais. Donc, oui, on parle d'actualité, mais il y a aussi un volet un peu plus personnel également, d'échappatoire ou de compréhension de sa famille. Puis d'enracinement aussi. D'enracinement. De remettre ses racines. Parce que moi, cette phase-là, je l'avais avec mes grands-parents, parce qu'à l'époque, la télé n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Il n'y a plus de communication. Moi, la communication, c'était ce que me racontaient mes grands-parents sur leurs parents, leurs grands-parents, mes arrière-grands-parents. Puis ça me ramenait à mon histoire, parce que j'ai une part, du côté de mon père, c'est la Bretagne, je suis breton, mais du côté de ma mère, c'est normand. Donc toute l'histoire de la Normandie, ça va loin, c'est avec les Vikings, tout ça. Puis le côté breton, les côtés celtes. Fait que d'aller me chercher, moi j'étais m'informer sur la culture celte, parce que ça fait partie de mon ADN. Donc c'est tellement important. Puis ce côté-là, quand on me l'a... Ça passait par la communication. Je l'aurais peut-être jamais fait si on avait été gavé que d'émissions de télé, puis tu prends tout cru ce qu'on te montre, et puis tu réfléchis pas plus que ça. Mais là encore, il y a des choses... ce que vous me disiez, je pensais à des séries Vikings. Là. Oui. Il y a de la fiction, mais pour le commun de regarder des séries comme ça, c'est de se transporter dans le passé. C'est absolument passionnant. D'ailleurs, la série Viking a fait un tabac. Downton Abbey, c'est la même chose. Exact. Celle d'Henri VIII, en tout cas, je ne me souviens plus. Là, les Tudors. Les Tudors. Rome, ces grandes séries-là historiques. Là, ça, moi, je les ai regardées, puis... Oui, ça a très, très bien fonctionné. Ça n'a pas besoin d'avoir la rigueur. On sait qu'on est dans un monde... basé, mais ça permet de s'évader, ça permet de comprendre, ça permet de voyager. Puis d'ailleurs, la fierté aussi des gens, je me souviens d'une anecdote, il y avait l'Expo-GEP, puis on avait publié des répertoires en généalogie. Puis il y a un monsieur qui avait passé à la Société de généalogie. Bon, on ouvre un des volumes, puis on a dit, oui, regarde, vous êtes là, vous êtes marié telle date, vous avez tant d'enfants, votre père est là. Il avait couru dans le corridor du cégep pour dire à sa femme, « Hey, viens voir, on est dans un livre. On est écrit dans un livre. » Tu sais, il y avait une fierté, là, il y avait une pérennité, il y avait quelque chose. Et ça, l'histoire, c'est le quotidien. Il nous habite, il est autour de nous constamment, tout le temps. Exactement. Puis on fait partie de l'histoire. Oui. On est une partie prenante de l'histoire. Oui. Puis quand on se convainc de ça, qu'on fait partie de l'histoire, que c'est important, quand on parlait de passion tantôt, c'est exactement ça. Quand tu veux en savoir toujours davantage, puis que tu fouilles, puis moi, j'ai découvert des choses en travaillant sur la famille Adams-Oppenheimer que j'aurais jamais cru. Là. Et ça m'a fait découvrir des choses. Il y a des membres de la famille qui ont mal réagi à certaines affirmations en me disant es-tu certain de ça? Ben oui, c'est écrit, puis c'est là. Et puis... Parce qu'il y a encore des archives, donc quand on a la chance de pouvoir avoir accès à des archives, parce que pour la France, je sais que avant le 17e, 16e, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'archives qui ont disparu. Hein. Et d'ailleurs, surtout que... Ce que Karine disait tout à l'heure, ça me faisait penser, lorsqu'on avait fait le volume sur le 125e de Thetford,
on avait découvert que le policier de l'époque, c'est une ville jeune. C'est une ville pionnière, c'est une ville qui est composée principalement d'hommes. Alors, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font le soir? Ils s'ennuient, hein? Fait qu'ils vont d'un bar, ils prennent en tout cas, peu importe. Et là, il y a Alphonse Legendre est un des premiers qui a écrit l'histoire de la ville de Thetford. C'est le premier. Oui. C'est le premier, effectivement. Et il écrit dans son livre, ça se passe en 1905 ou 1906, je ne me souviens pas, il écrit les événements tragiques qui sont survenus en cette année, nous ne reviendrons pas là-dessus, ça a été suffisamment traumatisant, quelque chose comme ça. Fait que moi, quand j'ai lu ça, je regrette, là, mais c'est 90 ans plus tard, là, les événements tragiques, je n'ai pas entendu parler. De quoi s'agit-il? Alors, j'avais fait venir, à cette époque-là, le seul journal que je pensais qui pouvait parler de Thetford, c'était Le Soleil, qui existait à cette époque-là. Alors, j'avais fait venir l'année 1905 et 1906, et je l'ai lu au complet sur microfilm. Je cherchais un événement tragique qui était intervenu à Thetford. On l'a trouvé. OK. C'était le chef de police qui venait ici, qui habitait à Québec. Georges Lecouteur. Oui, qui retournait chez lui les fins de semaine. Et il était extrêmement jaloux là, avec sa femme. Puis finalement, ça finit dans un drame épouvantable. Il a assassiné sa femme à Québec. Et ça l'a traumatisé la bonne société de Thetford, notamment. Et le curé Legendre ne voulait pas revenir là-dessus. Alors, et c'est ça, le rôle. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure de recherche, là, tu ne te contentes pas de voir, il s'est passé un événement tragique. Puis, il y a un événement tragique. On va aller voir. Même chose avec les découvreurs de l'amiante. Nelson aime moins ça, là, parce que... Non, il y a deux versions. On a toujours dit que c'était... que c'était Joseph Fecteau. Joseph Fecteau, mais il était 4. Il était 4. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ancêtre à Nelson, mais mon ancêtre du côté maternel était là aussi, ça fait que ça va nous réconcilier. C'est ça. La seule chose, en tout cas, la seule explication que moi je voyais sur le fait qu'on l'avait attribué exclusivement à Joseph Fecteau, c'est que c'est lui qui est allé voir M. Ward pour lui remettre la pierre en question. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en avait d'autres, dont un enfant. Et cet enfant-là avait écrit une lettre dans les années 50 dans le journal La Tribune, pour lequel Nelson travaillait, pas à cette époque-là, par exemple. Puis, il avait écrit une lettre dans laquelle il raconte l'événement qui s'est passé. Évidemment que ce monsieur-là est mort plusieurs années après, mais il y avait sa fille qui vivait toujours, puis qui était dans la région de l'Abitibi. Fait qu'on est allé. On est allé la rencontrer. Oui. On est allé l'interroger pour savoir comment que ça s'est passé, puis qu'est-ce qu'elle savait. Et ici, il y avait un M. Roy aussi qui était sur les lieux. Lui aussi était décédé. Mais son fils était vivant. On est allé l'interroger. Et c'est comme ça qu'on a la certitude. Ils étaient 4, dont un enfant, etc. Puis M. Fecteau, effectivement, est allé voir Ward, puis tout ça. Mais tu prends pas... c'est pas parce que ces événements-là ont été, je dirais, consignés qu'ils sont nécessairement... ils n'étaient pas faux, mais il fallait retourner aller voir qu'est-ce qui s'était passé. C'est ça, il fallait compléter. Puis les compléments autour expliquaient beaucoup de choses. Exactement. Ouais, c'est exactement. Ça. Mais d'où le travail d'enquête par rapport à ce qu'on revient au thème de l'histoire, avec la racine étymologie historien, qui est quand même une enquête, une recherche pour expliquer des faits aussi. Puis il faut que ça se recoupe en même temps. Puis des fois, c'est pas tout le temps évident, parce que j'imagine que quand vous faisiez des recherches comme ça, c'est une mémoire orale. Enfin, je veux dire, c'est des fois, la mémoire joue des tours, et il y a... soit elle est enjolée d'une certaine manière, fait qu'il faut faire la part des choses, mais ça n'enlève pas la pertinence du... Puis on parlait d'émotivité tantôt aussi, d'émotion. Ben, dans un dossier comme celui-là, si on n'est pas... si on ne fait pas attention, ben, on peut se laisser emporter par l'émotion. Oui. Puis des fois, ça peut fausser les pistes. Ça fausse les pistes, toujours. C'est là l'importance des archives. Ça, c'est...
ça constitue en quelque sorte la preuve. Et c'est incroyable dans quelle direction, au pluriel, l'histoire nous emmène. C'est comme une espèce d'éventail qui éclate. Je lisais récemment qu'un meurtre a été élucidé grâce à la généalogie historique. Et d'ailleurs, le frère Lucien Bouchard, je ne me souviens plus de son prénom, là, M. Bouchard, il fait beaucoup de recherches à partir de la généalogie. Puis lui, c'est un médecin. Il fait de la recherche pour trouver des maladies inhérentes à certaines populations. Puis on se sert de la généalogie pour faire ça. Ça nous emmène dans toutes les directions. Ça nous emmène vers la philosophie, vers la géographie. Parce que si on veut comprendre des événements, il faut comprendre aussi la géographie. Il faut comprendre la société, la sociologie. Comment elle pensait à ce moment-là. C'est extraordinaire. Nous sommes des penseurs universels. Exactement. Mais c'est ça la beauté de l'histoire aussi, parce que ça reste que c'est ça qui est passionnant dans l'histoire. C'est que, comme vous dites, ça amène, moi, l'histoire, quand je suis arrivé à la philosophie, c'est parce que j'aime l'histoire. Puis la philosophie, ça m'intéresse énormément. Mais de retourner avec les philosophes grecs, tout le berceau de l'humanité un petit peu. Hein. Puis de tout, après, on voit l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, puis toute l'évolution de l'histoire de l'humanité. C'est hyper passionnant. Mais on touche plein de domaines. C'est pour ça que l'histoire n'est pas juste raconter le passé, c'est parce que ça raconte notre présent aussi. L'histoire, c'est pas juste notre passé, c'est notre présent. C'est qui on est aujourd'hui, quand même, en transparence par ça. C'est là qu'on voit aussi que les années, c'est relatif, dans le sens que quand on dit il y a 300 ans, on s'imagine que c'est très loin. Puis quand tu étudies à fond l'histoire, tu te rends compte que 300 ans, c'est hier. C'est hier, c'est ça, exactement. Mais nous, c'est difficile pour nous d'avoir cette notion longue, parce que c'est l'histoire de notre pays, sauf évidemment les Autochtones, mais l'histoire de notre pays, c'est ça, 300 ans, 400 ans. Alors que si on va en Europe, puis on va le Pont du Gard, écoute, la présence romaine est là constamment, et on est admiratif. Le Colisée est toujours là, puis s'il n'avait pas été pillé volontairement, là, il serait dans un état encore tout à fait acceptable, et il est là. Les Romains ont construit des choses il y a 2000 ans. Qui sont encore là, et nous, on construit des viaducs qui tombent après 4-5 ans. C'est ça, exactement la même chose pour les routes. La nationale 7 qui traverse la France, il y a encore des portions ça a été fait il y a 2000 ans. La voie romaine. La voie romaine, elle est encore là. Puis qu'on voit nos routes, là, comment, au bout d'un an, 2 ans, on se demande, c'est quoi qu'on a appris? On devrait faire appel à leur expertise pour l'autoroute 20. Exactement. Fait que, en fait, on va faire une petite conclusion en lien avec cet échange qui est... Moi, j'aimerais ça que ça dure plus longtemps parce que vous êtes vraiment passionnant, parce que c'est enrichissant d'apprendre après avec votre expérience. Et puis, moi qui suis passionné, là, je pense qu'une émission d'1 heure, c'est pas suffisant. Ça a pris une émission d'au moins 5 heures parce qu'il y a un éventail tellement large, et je suis même qu'en 5 heures, on n'aurait peut-être pas pu toucher tous les domaines, mais je voulais vous remercier sincèrement de votre présence, de votre participation, de cet échange qui, j'espère, va avoir permis aux téléspectateurs d'aller plus loin, puis de leur donner le goût de faire une recherche, pas juste d'aller s'instruire, d'aller lire, d'aller fouiller, d'aller poser des questions aussi, parce qu'il y a le côté oral, d'aller peut-être questionner vos grands-parents, votre famille, parce que des fois, on a de l'information. Puis ça nous amène après d'aller plus loin dans l'histoire. Petit mot de la fin, M. Fecteau? Oui, moi, je trouve ça important qu'on puisse avoir un regard sur le passé, puis également aussi conserver les traces là, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu. Je vous donne simplement comme exemple, puis c'est l'objet de mon travail actuellement, du début de l'histoire de Thetford jusqu'à aujourd'hui, 2023, on avait la sûreté municipale. Qu'on n'a plus maintenant. Ouais, qu'on n'a plus, ouais. Alors, moi, je me suis donné comme objectif d'écrire une histoire de la sûreté municipale, celle avec un éclairage bien particulier, pour que ça reste en mémoire. Puis que ça permet d'avoir une autre, pas juste une perspective, d'en avoir une autre.
plusieurs perspectives, en fait, pour avoir une vue d'ensemble aussi. Puis ne pas perdre de vue comment c'est né, puis les événements qu'on a vécus avec ces gens-là. Parfait. Monsieur Vachon? Ben moi, je vais aller dans une toute autre direction. Les gens voyagent de plus en plus. Alors, s'il vous plaît, quand vous voyagez pas comme vos valises. Ah non. Allez voir la culture des autres, intéressez-vous. Puis d'ailleurs, quand on voyage, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans l'histoire. Parce que les monuments qui sont autour de nous, les structures qui sont autour de nous, témoignent toujours du passé. Et ça, c'est intéressant. Ça permet aussi de s'enrichir soi-même. Exactement. Ça, je trouve ça très pertinent, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le voyage, c'est les palmiers, la plage, et puis siroter une pina colada. C'est correct oui, aussi. C'est plus que ça. Mais c'est ça, parce que c'est tellement riche, puis on apprend tellement. Puis celui qui vient de nous dire ça vit exactement dans un milieu tout à fait historique en ce qui concerne l'histoire du Québec. Ouais, ok. Oui, Kenner's Mills, hein. Ouais, vraiment. Dans cette région-là, c'est le berceau de la région. Ouais. Super. Karine? Moi, j'aimerais rebondir sur l'idée de la curiosité. En fait, tout à l'heure, on parlait des séries télévisées, des romans. Moi, j'invite les gens à rester curieux. Les voyages, bien sûr, mais quand on écoute une série, comme les Vikings, par exemple, ou les Tudors, d'aller lire un peu, d'être curieux, d'en apprendre plus sur tel aspect qui a été question dans la série ou dans le livre. Et bien aussi d'être curieux autour de soi. Hein? Par exemple, on a des vieilles photos. Vous parliez tout à l'heure de questionner les grands-parents. C'est des témoins du passé et ils ne seront pas toujours là. De conserver cette mémoire-là, mais aussi les photos que j'essaie de parler tout à l'heure, ou les documents, parfois, ils peuvent être des témoins précieux de l'histoire. On se dit, je connais pas les gens sur la photo, ça donne rien, on va le jeter. Mais non, parce que peut-être qu'il y a un aspect, un paysage, un bâtiment, quelque chose sur la photo qui est unique, un trésor qui nous permettrait de comprendre notre passé régional. D'en mettre la pièce du puzzle qui peut nous manquer. Exactement. Donc, comme M. Vachon vous dit, là, ça prend plusieurs éléments du casse-tête pour essayer de comprendre le passé. Mais peut-être que cette photo-là qu'on a dans notre grenier nous permettrait de comprendre ce casse-tête-là. Donc, j'invite les gens aussi à être curieux puis à ne pas jeter leurs photographies, documents. Venez nous les porter au centre d'archives. Nous, on va voir si... Tout à fait. Je pense que le message va passer. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, chers téléspectateurs, pour cette émission Tour de table qui a été très riche et... moi, je resterai encore à parler là, mais reste que j'espère que ça vous a allumé un petit peu, puis donné envie d'être curieux, comme disait Karine, et de développer cette curiosité-là. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite une bonne soirée.